Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode week-end de Tech Café avec un rythme un petit peu plus cosy, un petit peu plus cool. C'est pas forcément les actualités phares de Tech Café, du monde de la tech. Si vous les voulez d'ailleurs, vous pouvez remonter juste d'un épisode dans le flux du podcast et vous aurez toutes les infos qu'il ne fallait pas manquer de la semaine sélectionnées par Guillaume Podjaspala et vous aurez donc toutes les infos. Mais là, on a quelques petits suppléments qu'on voulait vous partager et donc évidemment, je suis accompagné de Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume. Comment vas-tu ? Et oui, salut, ça va très bien. Écoute, on est peinard là. T'es plutôt café, plutôt thé le dimanche ? Parce que je sais qu'on s'appelle Tech Café, mais c'est pour la discussion. Toujours café. Toujours café. Pour l'instant, en tout cas. Café, très bien. Bien sûr. Tant qu'on peut y avoir droit, parce qu'on avait dit il y a pas longtemps qu'on pourrait bientôt se le faire sucré. N'en parle pas. On va croiser les doigts. Et sucré, quand je le dis sucré, vous avez compris ce que ça voulait dire. Guillaume, on a des thématiques. La première thématique de ce petit supplément week-end, ça tourne autour de l'infox et en particulier des réseaux sociaux. J'avoue qu'on a cette image initialement, allez, je vais être un peu caricatural, d'un Facebook dans lequel il peut se passer tout et n'importe quoi, et on l'a largement relayé. Twitter qui serait un peu la foire d'empoigne et LinkedIn qui serait le Facebook un peu qualitatif des utilisateurs en col blanc, en bon professionnel, où régnerait une certaine qualité d'échange, où on serait un petit peu à l'abri des infox. Qu'en est-il ? Écoute, ouais, on peut faire une petite série infox. C'est bon, c'est vrai, quand tu dis Facebook, on a déjà parlé, mais on peut encore en parler un petit peu. Oui, on s'en lasse pas. Il y en a Ouais. toujours, mais oui, il y en a toujours encore un petit peu. Il y a deux petites nouveautés. Enfin voilà, d'une part, alors il y a Francesca Haugens, toujours la bête noire du réseau bleu là, qui en remet une couche en passant par son association pour porter plainte auprès de la SEC contre Meta, qu'on peut surprendre quotidiennement délit d'incompétence quant à l'infox sur le réchauffement climatique. Oui. Bon, il la vire pas, parfois c'est flagué, parfois pas, bon tant pis. De même, le Climate Information Center, qui est censé centraliser les infos fiables sur le climat, bénéficie d'une visibilité très faible, donc ils le savent, ils sont parfaitement conscients, ils ont essayé de mettre des quiz, et ça a rien ralenti, bien au contraire. Bon, pour le Covid, pareil, comme d'hab, Facebook dit « Ah ouais, c'est vrai, on va s'en occuper », puis un mois plus tard, il y en a 20% en plus. Tout ça en disant que c'est pas si grave, surtout aux investisseurs auxquels on se garde bien d'eux, tout disant. David Goodenough qui doit être dans la modération. Ah ouais, mais c'est du David Goodenough. Excuse-moi, je fais une parenthèse juste sur ce sujet. T'as vu qu'ils ont retrouvé le vrai David Goodenough ? Je sais pas si tu connais. Et il y en a un, en fait, pour la petite année. Je suis désolé, je te fais une parenthèse. Garde bien l'endroit où t'en es, mais c'est dans les vidéos de joueurs du grenier. Il y a évidemment Sébastien Rassia qui incarne David Goodenough, et à la base c'était dans un jeu vidéo qui était tellement mauvais. Il était évidemment très critiqué, et puis il disait joueur du grenier, bah regardez dans les titres des développeurs, il y en a même un qui s'appelle David Goodenough, quoi. Donc le mec qui se satisfait de peu finalement, et pour cause. Et finalement, donc c'est devenu un mème, hein, parce qu'aujourd'hui, même si on connaît pas trop joueur du grenier, les vidéos, on retrouve très très vite des mèmes de David Goodenough, et il s'avère qu'il y a un journaliste qui est allé retrouver qui est le vrai David Goodenough, qui est un développeur aux États-Unis. Et le mec était absolument pas au courant qu'il avait incarné les origines d'un mème et qu'il était un mème planétaire. Il a découvert ce que c'était devenu, et bon, quelque part, il en est très fier, même s'il défendait un petit peu, et c'est légitime, le jeu sur lequel il avait participé, en étant conscient que c'était pas le meilleur jeu du monde. Mais c'était hyper rigolo de suivre ce petit reportage et de voir que c'était relayé par joueur du grenier d'ailleurs de son côté. Excuse-moi pour cette parenthèse bien trop longue dans l'histoire des parenthèses. Mais je vais aller voir ça, écoute. Et c'est vrai qu'on parlait de Facebook, voilà, on s'est habitué à ce que ce soit un peu le bordel. Mais si je vous disais que c'était pas mieux sur LinkedIn, ça, en fait. Et d'ailleurs, pourquoi pas ? Parce que LinkedIn, c'est un réseau social, donc pourquoi est-ce qu'il n'aura pas les problèmes des réseaux sociaux, tu vois ? Il a aussi des algos de recommandation, comme tout le monde. Il favorise les bulles, comme tout le monde. Effectivement, l'infox Covid est très répandue sur LinkedIn, et comme en plus c'est un réseau pro, elle profite d'une image de sérieux. Donc désormais, sur Twitter, Reddit ou LinkedIn, en fait c'est la même chose à quelques heures après. Alors LinkedIn s'en défend, mais dans les faits, encore une fois, la modération est nulle. Or, on ne connaît pas le nombre des modérateurs, mais on sait qu'il n'y en a aucun en France. Donc les centres sont aux États-Unis, en Irlande, en Inde et à Singapour. On ne connaît pas le niveau de français de ceux qui sont censés contrôler les infos, mais bon, manifestement, il n'est pas très très haut. En plus, les complotistes de tous ordres n'hésitent pas à signaler les contenus sérieux, ou les contenus de debunking, ça les envoie à la modération, et quand on connaît leur efficacité, bon, voilà. Donc résultat, les toubibs se font censurer. Donc LinkedIn se pensait à l'abri, il semble même pas encore totalement conscient du fait qu'il se retrouve avec les mêmes problèmes que Facebook, YouTube, voire carrément les problèmes de Facebook et YouTube qui ont été virés de Facebook et YouTube et qui se retrouvent sur LinkedIn. Donc on parle de virus, mais c'est pas le seul sujet de conneries du réseau, loin de là, hein. Il y a les médecines alternatives aussi qui trouvent un public finalement assez réceptif.
Et donc les toubibs sont atterrés, LinkedIn est en train de partir en couille, enfin il est en train de partir en méta plutôt, ou en Twitter, parce que voilà, ça se frite, ça se menace, c'est plus très très pro tout ça, voilà, si ça continue, ça pourrait carrément détruire l'image de LinkedIn d'ailleurs, voilà, l'infox c'est carrément une menace existentielle pour ce réseau-là, hein, qui se bâtit comme un truc sérieux, un truc pro. Donc j'espère qu'il va le réaliser parce que bon voilà, ça pourrait quand même détruire finalement son business model, quoi. Je pense que c'est le plus gros risque finalement de LinkedIn. Alors pour l'instant, ce qui est assez intéressant sur cette plateforme, c'est que malgré tout, si je pense que ça se base vraiment là aussi sur tes bulles de relations, et grosso modo, si dans tes relations tu n'as pas vraiment d'affinité avec les infox, avec la désinformation, finalement tu vas pas y être trop exposé. Par contre, effectivement, si tu es versé dans ces sujets-là, très très vite tu peux basculer dans un environnement où les personnes que tu vas côtoyer en permanence sur LinkedIn seront très très convaincus de ces sujets et vont beaucoup te nourrir. En fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que LinkedIn a quand même une base de données très authentique. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de faux comptes, il y en a, mais il y en a très 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 peu, surtout à comparer avec les autres réseaux sociaux. Et très souvent, c'est les vraies données des utilisateurs qui sont utilisées parce que ce sont des vitrines professionnelles et que dans l'immense majorité des cas, alors sauf, on parlait dans l'épisode de Tech Café Hebdo là, de cette semaine de l'agence fictive, c'était Pierre-Olivier Dimman qui nous parlait de ça. Là, j'imagine effectivement que ça doit être le bon terrain fertile pour faire vivre des faux profils, mais quand même, encore une fois, dans une grande proportion, je pense que c'est des profils authentiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la désinformation, elle n'est pas forcément portée par des fausses personnes. Elle est portée par des personnes qui assument beaucoup, je pense, leurs propos, qui sont souvent assez extrémistes. Et je me demande si, du coup, ça fait pas par essence de cette situation le plus gros risque et le plus gros problème que pourrait avoir LinkedIn. Et du coup, c'est compliqué à modérer, j'imagine, pour eux, surtout quand ils sont pas staffés du tout. Mais ils ont pas le choix, quoi. Je pense qu'effectivement, il faut qu'ils se retroussent les manches s'ils veulent pas que ça devienne un vivier de désinformation. Surtout quand on voit que partout ailleurs les autres sont bannis et ils sont tolérés, voire accueillis par LinkedIn. C'est assez déroutant, c'est clair. Spotify, avec les affaires autour notamment de Joe Rogan, on a du nouveau sur ce sujet-là, Guillaume. Spotify, il est quand même vraiment très sérieux sur le podcast. Tu te rends compte qu'il a acheté les droits de Joe Rogan, non pas 100 millions comme on le croyait, mais 200 millions. 200 millions de dollars pour 3 ans et demi d'exclusivité. Déjà, j'étais sur le cul avec 100 millions, mais là, là il est trouvé, là, je veux dire, c'est incroyable. C'est du délire, enfin, surtout quand tu vois la qualité du produit. Enfin, moi, je veux pas dire de mal, hein. Je sais, on dirait une vieille mémère. Ça serait si c'était la qualité qui faisait la valeur de quelque chose, enfin, Guillaume. Non, mais tu vois, je vais pas dire du mal, mais franchement, enfin, bon, passons. Je préfère abréger ce sujet, abréger mes souffrances. En outre, Spotify vient encore de racheter 2 boîtes du secteur, donc il y a encore 2 nouvelles briques pour un acteur incontournable, c'est Chartable et Podsite. Et c'est pas, tu utilises Chartable. Café. Non, toujours pas. Mais c'est Chartable, on l'utilise du coup. Oui. Enfin, tu y as recours. Oui. Ça fait partie des quelques outils, effectivement, qu'on utilise. Alors, j'avoue, c'est vraiment pas un outil que j'utilise fréquemment. C'était un outil qu'on utilisait il y a de ça 2-3 ans, je pense, maintenant. J'avoue que je m'en suis beaucoup... je m'y suis beaucoup désintéressé de Chartable. Je trouvais que l'interface n'était pas géniale. Mais ça m'étonne pas. Il y a beaucoup de données dessus. On utilise PodTrack maintenant pour le suivi statistique. Et puis surtout, on a Art19 qui nous est mis à disposition et qui est un outil d'hébergement qui donne des statistiques certifiées IAB2 pour tout dire. Mais Chartable un petit peu moins, mais ça fonctionne toujours. Ok, excuse-moi, je pensais que t'aurais peut-être pas de problème. Non, mais écoutez, il y a pas beaucoup plus de trucs à en dire. De toute façon, après, c'est vrai que pour continuer sur le social, il y a un truc intéressant que j'ai lu sur. Alors, c'est pas vraiment sur Twitter, c'est sur les réseaux sociaux en général, en particulier sur le harcèlement, puisque c'est, je sais pas si t'as vu passer, c'était sur Wired. Donc c'est vraiment une chercheuse qui a fait un papier qui s'appelle Une sociologie formelle du harcèlement en ligne. Non, je l'ai pas vu du tout, cet article en plus. Et qui a été résumé, pour une manière un peu plus accessible sur Wired. J'aime beaucoup le titre. Et en gros, ouais, n'est-ce pas ? Enfin, en tous les cas, le titre sur Wired, c'est non, vous n'êtes pas un connard. Si vous êtes un connard sur Twitter, c'est pas votre faute. C'est un petit peu ça le titre en fait. Traduction rapide. Et donc, selon elle, en fait, le harcèlement se schématise comme une pyramide inversée. Donc, à la base de la pyramide, donc le petit, le bout pointu, il y a la victime, donc toute seule, le bout pointu. Et après, au-dessus, il y a ce qu'elle appelle le harcèlement du premier ordre. Donc, c'est les agressions directes. Donc, les hackings, on hack ton compte, ton PC, etc. Le doxing, donc on révèle ton adresse. Le swatting,
on envoie les flics chez toi. C'est des trucs qui sont directs avec un impact réel aussi, tu vois. Après, il y a le second ordre, donc au-dessus, l'étage au-dessus, c'est le harcèlement dont on a l'habitude, plus ou moins, c'est les insultes en ligne. Donc la campagne haineuse, sur les plateformes, la dévalorisation, voilà, les campagnes de dévalorisation concertée, tout ça, c'est direct, mais c'est uniquement virtuel, via une plateforme en ligne comme Twitter ou autre. Et le troisième ordre, il est plus surprenant parce que c'est celui des gens qui parlent du cas, qui parlent du cas de harcèlement, qui parlent de la victime, et qui contribuent à alimenter la polémique, qui accroît son volume en fait, sa visibilité. La victime est jamais en contact avec les gens du troisième ordre, et elle ne sent que les conséquences en fait de ce qu'ils font. La particularité de cette catégorie de participants, c'est que leur volonté, leur intention n'importe pas. Ils peuvent être pour ou contre, ils peuvent défendre la victime ou ils peuvent l'attaquer. De toute façon, ça change rien, parce que ça alimente le feu, en fait, tout simplement. Donc en gros, quand tu deviens la cible d'un harcèlement en ligne, il n'y a pas de bonne publicité. Et donc Catherine Cross, elle explique cet état de fait de deux manières. D'une part, il y a la dissociation. Donc la dissociation, en fait, c'est assez simple, c'est que vous vous dissociez psychologiquement quand vous utilisez une plateforme en ligne. Vous n'êtes pas vraiment vous-même, en fait. C'est comme quand vous jouez à un jeu vidéo. Donc le parallèle est très fort. Dans un jeu vidéo, tu choisis ton nom, ton apparence, ton style. Tu es dans un espace virtuel qui est d'accès facile, voire ludique, enfin même ludique dans le cas d'un jeu vidéo, et tu es coupé ou très éloigné des conséquences de tes actions. Donc voilà, en gros, tu es encouragé à te lâcher et à voir ce que ça donne, un petit peu comme quand tu chopes un bazooka dans GTA Online, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que en fait, quand tu es sur une plateforme en ligne, de réseau social, il y a un parallèle à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une dissociation pareille. C'est-à-dire, tu choisis aussi, voilà, ton nom, ton apparence, ton style, qui peuvent être différentes de ta personnalité, et les conséquences de tes actions sont très très éloignées. Donc il y a, même si pas exactement la même chose, il y a un parallèle comme ça qui remonte à cette même notion de dissociation. Et ensuite, après, il y a le design des plateformes, leur structure. Et dans leur structure, il y a trois facteurs qu'elle dénombre comme étant clés pour faciliter le harcèlement. Il y a le crowdsourcing, donc en anglais c'est crowdsourcing, organization et longevity. Crowdsourcing, en fait, par crowdsourcing, elle entend le recrutement par les plateformes des participants à une controverse. Parce qu'elles sont super fortes à ça. Dès que tu commentes un truc sur une plateforme, elle détecte un engagement et c'est fini. Elle te verse des trucs qui ressemblent à l'infini, elle te connecte avec des gens qui ont à peu près les mêmes idées que toi, les mêmes centres d'intérêt que toi, et elle forme des groupes comme ça. Et dès que ça commence à se taper à un endroit, c'est limite si Twitter va pas voir les gens en leur disant « Hey, t'as vu, il y a machin qui a dit ça, c'est pas un peu de la merde, tu veux pas aller voir ?» Et en gros, elle agrège rapidement des gens qui ont le même point de vue, sur des points chauds comme ça, pour toujours plus d'engagement. Et donc, elle organise facilement des regroupements qui peuvent du coup se structurer, s'organiser facilement en campagne avec plein de participants. Et puisqu'évidemment, il y a énormément de participants potentiels. Et en fait, la longévité, c'est assez évident, parce que les écrits restent pour toujours, et les campagnes, du coup, peuvent durer des semaines, voire des mois. Donc la conclusion de Catherine, en fait, c'est qu'il n'existe pas de bonne solution à l'état actuel des choses. C'est que les plateformes posent trop de problèmes structurels pour en venir à bout, et que la responsabilité individuelle, elle n'est pas nulle, mais ça va au-delà, si tu veux. C'est-à-dire que même si on éduque les gens, structurellement, les plateformes vont faire en sorte que ça parte en couille. C'est comme le design des autoroutes, qui peut encourager à ralentir dans un pays. Par exemple, aux Pays-Bas, les autoroutes sont faites pour encourager les gens à être prudents, pour pas encourager à pas aller à fond. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Le design des autoroutes, il est fait pour accélérer au maximum pour que tu ailles le plus vite possible. Et en fait, là, elle disait, c'est aussi qui fait ce parallèle, elle disait que le design des plateformes, c'est pas un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, les plateformes, elles t'encouragent à rouler à tombeau ouvert, en écrasant des gens au passage, et limite à te prendre un mur à la fin, tu vois. Donc, c'est ça, c'est pour ça que le titre, c'est pas votre faute, c'est une connard sur Twitter. C'est parce que, en fait, même si tu éduques les gens, même si les gens prennent leurs responsabilités et essaient, tu vois, ils sont quand même encouragés et la facilitation est telle sur les plateformes que ça devient trop difficile, quoi. Elle est intéressante, cette analyse. Je pense qu'il y a aussi la composante très très forte de l'addiction. Tous, autant qu'on est, assez raisonnablement pour une plateforme de réseau social, je pense qu'on peut dire très très vite qu'on est dépendant et qu'on a un phénomène d'addiction. Il y a des documentaires qui l'ont d'ailleurs plutôt bien mis en lumière, même si je trouve que parfois c'est un petit peu caricatural. C'est très fort et en plus c'est joint
avec l'addiction qui peut être amenée par toutes les mécaniques d'interaction sur les smartphones dont on a déjà pu parler, les notifications, les petites bulles qui, par essence, sont construites pour nous créer une addiction. Je pense que ça participe évidemment beaucoup aussi à ce phénomène. C'est encore un élément amplificateur. Je sais pas si elle parle de ça d'ailleurs là-dedans. Moi, ça me semble. Alors le truc, c'est que cette addiction, elle vient du fait que naturellement, t'as envie de donner ton avis, tout simplement, que c'est très séduisant de donner son avis, comme ça, d'envoyer un message dans le vide, quelque part, et de voir arriver des réponses et de s'engager là-dedans. Donc ça, c'est très naturel, en fait, c'est très humain. Mais surtout, ce qu'elle dit en énonçant ces trois facteurs, c'est le crowdsourcing, organization et longevity, c'est aussi des pistes pour essayer d'enrayer ce truc-là. C'est-à-dire que ce qu'elle dit en creux, c'est que si tu coupes ces facteurs, ça irait mieux. C'est-à-dire que, par exemple, prenons un exemple très simple de la longévité. Je veux dire, si tu vas dans un café et que tu commences à discuter avec des gens autour d'un café, que la discussion commence à s'échauffer, etc., que tu en viens à gueuler, par exemple, bon voilà, déjà c'est à l'échelle du café, c'est pas à l'échelle, il y a pas des milliers de personnes, hein, c'est à l'échelle du café. C'est restreint. Et ensuite les paroles elles restent pas, tu vois, ça c'est pas écrit, les paroles elles s'envolent. Tu sors du café, c'est terminé, puis après le jour d'après tu y penses plus ou tu y penses moins, et puis après c'est fini, tu vois. Il y a pas cette forme de chose décrite où les choses restent et s'accumulent et croissent en permanence, tu vois. Donc le fait qu'il y ait une longévité comme ça, si on pouvait couper la longévité par exemple en faisant en sorte que les posts disparaissent automatiquement à partir au bout d'un certain temps, ben, ça limiterait la taille des trucs aussi, ça limiterait la sédimentation de cette espèce de haine et à quel point on peut se prendre le chou, quoi. Et après, pour le crowdsourcing et l'organisation, c'est pareil, c'est-à-dire que ça rejoint cette économie de l'engagement que toutes les plateformes partagent quasiment, hein, qui fait que elles sont là pour maximiser l'engagement en dépit de tout le reste, et elles se nourrissent de la controverse, et elles se nourrissent de la réaction, souvent mauvaise, si tu veux. Et qu'en fait, tout ce qu'elles font, c'est qu'elles optimisent l'engagement en te présentant des choses qui vont te t'outrer, qui vont te, tu vois, qui vont te faire réagir de manière forte et donc souvent négative. Donc c'est ça les ressorts qu'elle met en lumière, et ces ressorts, si tu les coupes ou si tu les atténues, bah, mécaniquement tu vas couper les pattes aussi à beaucoup de la puissance de ce harcèlement-là. Dernier point d'enseignement qui me vient à l'esprit avec la description que tu en fais, c'est un faux problème qui est un peu avéré d'après ce que tu décris de cette prise de parole, c'est l'anonymat, qui est souvent présenté comme étant un élément. Oui, c'est le phénomène de dissociation. Ouais. Alors justement, est-ce que c'est spécifiquement quelque chose qu'elle aborde? Moi, j'ai tendance à penser, d'après ce que tu dis, que l'anonymat n'est pas du tout un caractère suffisamment fort pour amplifier ces phénomènes de haine, et que finalement l'obligation de non-anonymat serait imposée. Finalement, ça changerait rien parce que la structure que tu décris aurait les mêmes effets. Non, je pense que c'est plus compliqué que ça. Ouais. C'est-à-dire que l'anonymat rentre dans le cadre de la dissociation. C'est une composante de la dissociation. Ok. Voilà, ça fait partie de la problématique de dissociation. Okay. C'est-à-dire qu'effectivement, tu utilises pas ton véritable identité, donc tu te dissocies déjà un petit peu, et ensuite. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un problème du fait qu'il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tu fais des choses et les conséquences de tes actes ne t'atteignent pas, ou ne t'atteignent que très peu, ou de manière complètement détournée. C'est l'éloignement des conséquences, en fait, qui fait que la dissociation est importante. Et l'anonymat fait partie de cette problématique-là, sans en être vraiment c'est une composante. Complètement... c'est juste une composante. Et donc, du coup... il faut virer l'anonymat. Oui, ok. Mais donc, du coup, virer l'anonymat, ça ne changerait pas grand-chose. Ça arrangerait pas tout. Ouais. Ça arrangerait pas tout. Ça aiderait peut-être un petit peu. Je pense que c'est une composante qui... peut-être que c'est une composante qui permettrait effectivement de faire de limiter certains comportements chez certaines personnes, mais pas nécessairement, hein. Comme tu disais, il y a des gens qui font quand même ça sous leur propre nom, et puis voilà, quoi, il y a pas de souci. Donc ça résoudrait pas tout. On a parlé social. Bon, allez lire évidemment cet article. Je m'en veux de pas l'avoir consulté, celui-ci pour le coup. Allez jeter un coup d'œil et vous aurez peut-être des réflexions qui vous seront issues de la lecture. On va un petit peu changer de rubrique. On va parler de matos, Guillaume. On a parlé de fonctionnement de réseaux sociaux. On va parler un petit peu de matos. Bon, où est-ce qu'on en est? Un peu de composants, Guillaume? Mais évidemment, Intel est encore dans l'actu.
Donc on peut faire un petit tunnel de news Intel, voilà, pourquoi pas. Il faut dire qu'il fait plaisir à voir aussi, hein, voilà, avec son ambition renouvelée, voilà, il est péteux, là, on n'avait plus l'habitude, regarde, de l'aveu même de Pat Gelsinger, son nouveau CEO, donc la boîte était paumée quand il est revenu l'an dernier. C'est probablement pas faux. Ouais, elle vivotait, pédait dans la smoule, surtout avec son 10 nanomètres. Donc aujourd'hui, il a renversé complètement la vapeur, hein, un grand coup d'investissement monstrueux dans la R&D. C'est fou, hein, une stratégie de dirigeant d'entreprise, à quel point ça peut bousculer les choses. Hein. Complètement. Non, mais complètement. Donc lui, il est bien décidé à rattraper le retard donc qu'ils ont accumulé et à dépasser tout le monde, en fait, hein, tout le marché du semi-conducteur, qui atteindra 1000 milliards de dollars en 2030. Wow. À cette date, d'ailleurs, les États-Unis produiront 30% des puces mondiales et nous, les Européens, 20%. Jeu égal avec l'Asie, donc pour les Occidentaux. Bon, ça, c'est lui qui le dit. Bon, il le dit à une conférence pour les investisseurs, hein, donc évidemment, c'est pas le moment de faire son timide, tu vois, c'est le moment de se montrer positif, optimiste et voilà, tendu vers l'objectif. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir un petit peu d'optimisme et il y va à fond. Donc Intel est en avance, enfin il serait en avance d'après ce qu'il dit sur toutes ses prévisions. Et donc ils sont déjà fin prêts pour le 18A qui rentrera en 2025 en production. C'est donc le Ribbon Fett qui serait au point, donc ça serait quand même pas mal, c'est ce qui est après l'Intel 5. Donc ça s'arrête plus de se diversifier aussi puisque Intel rachète Tower Semiconductor, donc cette semaine, encore un gros rachat. Donc après avoir significativement investi dans RISC-V dont je parlais donc la semaine dernière pour le secteur de l'embarqué, il va racheter pour 5,4 milliards de dollars une boîte israélienne spécialisée dans les puces radio. Alors ils font pas mal de trucs, ils font des puces radio, de l'électronique de puissance, ils font des puces analogiques digitales, ils font des capteurs CMOS aussi, ils font des MEMS et ils sont aussi dans le secteur spatial, aérospatial. Donc c'est quand même une grosse boîte hein, qui a pas moins de 8 usines, dont 3 en collaboration. Intel acquiert une présence donc dans des secteurs, encore une autre part du marché des semi-conducteurs où ils étaient complètement absents. C'est quoi le montant de l'acquisition, là ou pas ? 5,4 milliards de dollars. Okay, ouais. Donc c'est gros. Ah, oui, c'est gros, c'est quand même gros. C'est une grosse consolidation. Enfin, évidemment, c'est pas forcément autant que Xilinx, mais c'est quand même assez gros. Hein. Et c'est encore une consolidation. Hein. Et les consolidations, c'est tout azimut en ce moment. Hein, puisque la semaine dernière encore, on avait Xilinx qui donc était racheté, enfin AMD qui finalisait le rachat de Xilinx. Et donc là, pareil, Intel cherche à balayer lui aussi un spectre toujours plus large du marché des semi-conducteurs. Donc ils veulent être absolument partout, hein. Des puces pour machines à laver, jusqu'aux satellites, en passant par les montres, les serveurs, les voitures, les avions, et même les mineurs de Bitcoin. Puisque bon, on a plus d'infos sur le Bonanza Mine, hein, qui, d'après ce que j'en comprends, est marginalement plus performant que la concurrence en la matière, hein, puisque il serait, bon, là, pour les connaisseurs, c'est 55 joules par terahash, contre apparemment 56 ou 58 dans l'état dollar en la matière actuelle. Bon. Donc Intel veut vraiment être partout, à tort ou à raison. Et bien sûr, ces cartes graphiques aussi arrivent, hein, donc les Arc Alchemist arrivent. Donc d'abord en format portable, normalement ce trimestre, et puis ensuite pour les PC fixes, le trimestre prochain, et enfin pour les versions plus haut de gamme ensuite. Bon, très probablement, elles seront pas très faciles à avoir, parce qu'on a aussi le chiffre Intel compte en produire 4 millions cette année. Ok, je me rends pas compte, est-ce que c'est beaucoup pas beaucoup justement, pour donner une idée, au dernier trimestre 2021, il s'est vendu presque 12 millions de cartes graphiques pour PC de bureau. Okay. Or, Intel compte en produire 4 millions de cartes, tout confondu, portables et fixes, sur l'année. Tout confondu, ok. Non, mais et sur l'année, surtout. Ouais. Donc, l'un dans l'autre, Intel il représentera largement moins que 10% du volume total de GPU sur l'année. Donc, ça va pas retourner le marché, hein, ça c'est sûr et certain. Non, mais ça peut être une preuve d'initiative, quoi. Si jamais ça fonctionne bien, ça peut être convaincant pour la suite et déployé. Ça peut être intéressant de le faire par étape, de toute façon, j'imagine. Oui, je pense qu'Intel, effectivement, veut prendre la température du marché un petit peu. Puis aussi, il faut voir que les ARC sont sur des process N6 de TSMC. TSMC qui est archi surbooké en ce moment. Donc voilà, il faut se battre pour ses capacités. Donc ça explique, je pense aussi, le début modeste, hein, un petit peu de ARC. Alors les ARC, globalement, ça va se positionner en milieu de gamme. Donc en gros, c'est les cartes avec un 6 dedans, hein, voilà, les 6006, 3006, tout ça. L'an prochain, donc, il y aura une autre génération qui s'appellera Battlemage, et qui a l'ambition de concurrencer le haut de gamme. Donc en gros, les cartes avec un 8 dedans, avec un 8 dans le numéro. Et en 2024, il y a Celestial, qui devrait, donc si tout va bien, tenir la dragée haute au très haut de gamme, donc c'est-à-dire les cartes avec des 9 dans le numéro, quoi. Bon, Battlemage devrait aussi intégrer les CPU, en passer en mode système sur puce, comme les Ryzen qui ont des RDNA 2, tu sais, dans les cœurs CPU désormais. Donc c'est urgent pour Intel, je pense, de rafraîchir ses puces intégrées, parce que le Ryzen 6000
donc arrive avec une puce RDNA 2 qui fait très mal, enfin qui pourrait faire très mal puisqu'elle double les performances de la Vega 8, ce qui veut dire concrètement qu'une Radeon 600M intégrée va offrir à peu près des performances pas loin d'une GTX 1060. Ah oui, c'est pas notre... Donc c'est quand même pas mal pour une puce intégrée. Donc la concurrence s'annonce rude. Écoute, voilà, on jugera sur pièce si l'enthousiasme de Pat est complètement justifié. Mais bon, après tout, voilà, c'est tout ce que je lui souhaite à Pat. Il a l'air sympa, Pat. Il a l'air très sympa, ce bon vieux Pat. Le sujet de la disponibilité de ses produits est quand même assez central dans l'équation. Auparavant, on avait quand même des enjeux de performance et de consommation énergétique, pourquoi pas. Maintenant, la disponibilité des produits est vraiment la clé centrale. Donc, ça va être intéressant à suivre là-dessus, évidemment. L'abandon de Nvidia pour le rachat d'ARM, Guillaume. Ouais, c'est la déprime. Voilà, c'est la déprime, triste, c'est le blues, triste, c'est le seum. Voilà, c'est le seum. Nvidia a le seum parce qu'il n'a pas pu racheter ARM. Ça va lui coûter 1,36 milliard de dollars. Écoute, oui, mais 1,36 milliard de dollars, c'est 36% de ses dépenses du trimestre. Pour rien. Même si le bénéfice de Nvidia atteint quand même des records, donc on va pas non plus trop compatir. Mais c'est pas le seul à avoir le seum, parce qu'il y a Masayoshi Son aussi qui a le seum. Donc Masayoshi, c'est qui ? C'est le patron de SoftBank. SoftBank, pour le dire vite, c'est un géant des télécoms japonais qui achète un petit peu de tous les côtés, voilà, justement. Dans les années 2010, je voyais ça comme un fonds d'investissement, moi, principalement. C'est pas. Alors oui, non. SoftBank, c'est une boîte assez ancienne qui date de 81, je crois, et qui est spécialisée dans les télécoms. Donc c'est un fournisseur d'accès, téléphonie mobile, etc. Bon, après ils investissent dans les médias, évidemment, ils investissent dans la tech et beaucoup. Et en 2010, ils ont eu une frénésie d'investissement et d'acquisition. Il y avait Boston Dynamics dedans d'ailleurs, non ? Ouais, alors non, il y avait Aldebaran Robotics. Ah, ok, pardon. De Boston Dynamics, et ça a été revendu à, comment il s'appelle déjà, à Hyundai. Oui, pardon, ouais. En 2016, il y a eu le Vision Fund. C'est à ça que tu penses, je pense. C'est le SoftBank Vision Fund. Le SoftBank Vision Fund, c'est fait un partenariat avec des Saoudiens et d'autres aussi, comme Oracle. Et ils voulaient investir 100 milliards de dollars dans la tech au sens large. Au sens très large, puisqu'ils ont racheté WeWork, qui est absolument pas une boîte tech, et dont la gestion calamiteuse lui a coûté 20 milliards, je pense, au final. Donc, effectivement, c'est cette vision investisseur, plus ou moins critiquable d'ailleurs, que j'avais en tête. Voilà, c'est le Vision Fund, effectivement, qui a fait énormément beaucoup parler, bien entendu, puisque il a investi dans une 50aine de boîtes tech, donc forcément il y a des hauts et des bas. ARM était sans doute un des plus gros coups de Masayoshi, puisque c'était 31 milliards de dollars quand il l'a acheté quand même. Et il voulait sécuriser, non seulement évidemment l'architecture numéro 1 des smartphones, mais aussi, le pensait-il, le numéro 1 du futur Internet des objets. Et oui, souvenez-vous, 2016, l'année Pokémon Go. En ce temps-là, les mots à la mode, c'était pas NFT, métaverse, tout ça, non, c'était Internet des objets. Et le petit sigle IoT qui était partout. Oh là là. Et à l'époque, les experts avançaient un marché de 24 milliards de dollars pour le secteur en 2026. Bon, ces mêmes experts prédisent désormais qu'il atteindra 16 milliards en 2029. Et en 2019, le marché était de 4 milliards, alors que Masayoshi tablait sur 7. Donc, c'est assez clair que le soufflet de l'Internet des objets est retombé. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, l'Internet des objets, bien sûr, mais il n'a pas explosé comme on s'y attendait il y a 6 ou 7 ans. Et Masayoshi y croyait, lui aussi. Et donc, il avait fait le forcing pour que ARM booste son offre destinée au secteur. Donc, secteur des microcontrôleurs, des puces à faible consommation, faible performance aussi, du coup. Et ça, au détriment du marché de la haute performance et des serveurs. Et patatras, c'est le secteur serveur, lui, qui a cru. Il a cru beaucoup plus que prévu, beaucoup plus vite que prévu. Et résultat, le chiffre d'affaires de ARM, il a stagné et les profits ont fondu. Parce que ARM, du coup, il brûle de plus en plus de cash. Donc ARM bataille ferme depuis 2 ans pour essayer de revenir sur la haute performance, mais voilà, il y a du temps et de l'argent qui a été perdu. Du coup, une acquisition à 66 milliards de dollars comme c'était prévu par Nvidia, ça aurait fait bien plaisir à Masayoshi qui l'a payé 31, tu vois, mais ça s'est pas fait, d'où le seum. Et en fait, il n'y a pas que lui, puisque les employés de chez ARM, en fait, aussi sont assez inquiets, parce que Nvidia, il est très rentable, Donc il aurait donné une grosse marge de manœuvre à long terme. À ARM, tout à fait, complètement. Alors que là, ils vont se retrouver en IPO, donc il y a Initial Public Offering pour rentrer en bourse, et ça leur donne aucune sécurité selon les acquéreurs. Il pourrait y avoir une grosse pression, puis c'est très probable, une grosse pression à la rentabilité qui fait pas forcément bon ménage avec l'innovation. Donc on verra bien si c'est le crépuscule pour ARM. En tout cas, c'est un coup dur quand même un peu pour eux, j'ai l'impression.
Beaucoup plus que pour Nvidia, pour le coup. Ouais, j'aurais pas perçu ça. Moi, c'est intéressant que tu donnes cette description. J'aurais perçu le fait que ça aurait été beaucoup plus une grosse déception côté Nvidia. Mais je comprends. Je suis tout à fait ce que tu dis. On va parler d'un autre mastodonte, d'un autre paquebot à piloter. C'est Microsoft qui aurait des changements sur sa façon de fonctionner pour les mises à jour de Windows 11, notamment, Guillaume. Ouais, mot de la fin sur Windows 11. Microsoft a décidé qu'il pourrait faire des mises à jour n'importe quand, voilà, quand ça lui chantait, pour ajouter des trucs par-ci, par-là, écoute. Des nouvelles fonctions, des trucs un peu secondaires. Alors perso, j'aime pas trop comme changer des trucs dans le dos du jour au lendemain, mais bon, ouais, ça c'est moi. Et d'ailleurs, autre truc qui me plaît pas du tout, Windows 11 Famille requérait déjà un code Microsoft pour s'installer. La version Pro en était exemptée. Mais pas pour longtemps, parce que cette version aussi, voilà, maintenant, elle va nécessiter un code Microsoft, donc une connexion Internet pour s'installer. Bon, perso, je trouve ça stupide. Voilà, je déteste cette idée. Je sais bien que c'est la même chose sur Chrome OS, Android, iOS, mais ça me plaît pas non plus. Et donc, voir venir ça sur mon PC, sur tous les PC que je pourrais avoir, m'emmerde au plus haut point. Donc, j'ai un code Microsoft, hein, j'en ai un, hein, j'ai même le Game Pass. Mais c'est ma manière de concevoir le PC, quoi. Et les usages que j'ai des machines aussi qui cadrent pas du tout avec cette espèce d'appelisation qui me gonfle plus profondément. Et puis, franchement, tu crois que les pros, ça va pas les saouler? Je veux dire, moi, je suis pas vraiment pro, mais perso, j'ai plein de machines, j'en change fréquemment, je teste plein de trucs, je les trifouille, je change les configurations, je réinstalle fréquemment des OS. Certains ont des fonctions spécifiques, comme des serveurs. J'ai absolument pas envie de tout connecter à mon compte à chaque fois. Ben, c'est inutile, c'est intrusif. Écoute, c'est mon problème. Puis bon, de toute façon, heureusement, il y a des alternatives, et elles sont nombreuses et de qualité, puisque les distributions Linux c'est pas ce qui manque, hein. Et figurez-vous que Linux est mieux maintenu que les OS des grosses boîtes. C'est génial. C'est le Google Project Zero qui a estimé que Linux patchait, la communauté Linux a patché les vulnérabilités plus vite que tout le monde. Comme quoi la force d'un open source bien coordonné et avec des ressources derrière est plus efficace que ces grosses boîtes. 25 jours en moyenne pour patcher une vulnérabilité sur Linux, 69 pour Apple, 44 pour Google, 83 pour Microsoft. 69 pour Apple. Désolé. Enfin bon, si vous voulez un Linux qui ne ressemble pas vraiment à Linux, parce que voilà, bon, on pourrait discuter plein de temps sur les distributions Linux qui sont très faciles à utiliser. Après, c'est vrai que Linux, bon, quand ça marche, c'est super. Quand ça marche pas, ça peut devenir un petit peu poilu assez rapidement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui se font en ligne de commande, je comprends. Bon, en tous les cas, il y a un Linux, il y a plusieurs Linux qui n'ont pas du tout l'air d'être des Linux. Il y a Android qui est un Linux, il y a Chrome OS aussi qui est un Linux en fait, qui est sur un noyau Linux. Et donc, si vous voulez un Linux qui ne ressemble pas du tout à un Linux, tu peux tester Chrome OS. Et en fait, désormais, officiellement sur PC, il est disponible officiellement sur PC. Donc, sur architecture Intel, sur PC, voilà, votre PC. Non seulement votre PC actuel, mais même vos anciens PC, parce que c'est un système qui est très léger. Même les Mac Intel d'ailleurs. Même les Mac Intel, absolument. Et pour les connaisseurs, c'est Cloud Ready qui devient Chrome OS Flex. Donc c'est la version PC actuelle de Cloud Ready, la version Google a acheté Cloud Ready tout simplement, et donc Cloud Ready devient Chrome OS Flex. Donc avant Cloud Ready c'était Chrome sur Chromium, donc c'était une sorte de fork quelque part de Chrome OS. Là maintenant c'est tout simplement la version Chrome OS pour PC, c'est officiel. Donc c'est Google, Chrome OS c'est un bon système, c'est un système stable, peu gourmand, ça tourne sur une patate, complètement, c'est simple d'utilisation, vous pouvez le transformer en full Linux si vous voulez avoir accès à toutes les applis Linux, vous pouvez avoir accès aux applis Android, enfin si vous avez une machine ARM. Donc Chrome OS finalement c'est aussi une bonne alternative, bon même si c'est Google, il faut faire avec, ça dépend des sensibilités. En tout cas Chrome OS Flex est en bêta, donc il peut se tester aussi directement sur une clé USB. Moi je dis, comme il dit sur Ars Technica, oui, Microsoft fait sa diva, il y a plein de PC qu'elle veut plus voir parce qu'ils sont trop vieux tout pourris. Chrome OS Flex c'est une carte à jouer, hein, parce que du coup, ça marche très bien. Ouais, et surtout si les performances sont au rendez-vous, j'imagine qu'avec des applis Android gourmandes, etc., on peut voir les limites de vieilles machines, mais ça peut quand même leur donner une seconde vie dans la plupart des cas d'usage, qui peut être effectivement très très intéressante. Mais surtout elles sont maintenues avec des mises à jour. Et voilà. Ça va... Parce que là, les mises à jour Windows 11, on n'est jamais sûr, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont s'arrêter. Parce que c'est possible techniquement d'installer Windows 11 sur une machine non supportée, mais comme Microsoft ne s'engage pas sur le support,
Eh ben, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter n'importe quand du jour au lendemain. Cette incertitude est très désagréable. L'accouchement de Windows 11 s'était fait de toute façon avec des auspices qui n'étaient pas très réjouissants et je vois pas pourquoi ça changerait désormais en tout cas, mais bon. Ça va faire plaisir, je pense au CKB Show, hein, les collègues du CKB Show qui t'avaient fait venir et qui nous écoutent aussi. On peut leur faire un petit clin d'œil. Si vous écoutez pas, vous pouvez aller regarder le CKB Show où il parle évidemment de Chrome, de Chrome OS, de toute la sphère Google, pas que d'ailleurs. Allez jeter un coup d'œil, ça peut être intéressant. Merci beaucoup Guillaume pour cette revue complémentaire du week-end. Je pense qu'on va pouvoir aller soit réchauffer le café qui a refroidi, soit s'en faire couler un autre. Il vous reste peut-être des croissants, allez en profiter. En attendant, on va vous rappeler où est-ce qu'on peut nous retrouver. Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur Internet ? Sur LinkedIn ? Ah non, pardon, non, n'importe quoi. Si, avec un faux compte qui promeut de la désinformation, forcément. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram et même sur Twitch occasionnellement. Et en attendant, bien entendu, si jamais vous découvrez Tech Café, que le podcast vous plaît, que vous aimez les sujets qui sont abordés, la manière dont ils sont relayés, et puis quelque part, si c'est des moments appréciables que vous vivez, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Parce que ça fera de vous des auditeurs premium, que vous aurez accès au podcast sans la pub et vous profiterez même du chapitrage et surtout vous aurez le plaisir et la fierté de contribuer financièrement et durablement à la vie du podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.